present. I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adaptable. I am adaptable. Let it go, let it go, let it go, let it go. It's safe for me to be grounded in the present moment. Hello, bonjour à tous, la famille Énergie. Bienvenue pour ce nouveau jeudi Énergie. J'espère que vous allez très très bien ce matin. Installez-vous confortablement. Ce matin, on va se parler du burn-out. Et coucou Marie-Claude, salut Valérie, salut Nathalie. Il y a Étiennise, Maëva, coucou Anso, Esther, Annie, Audrine, salut Sandrine, coucou Grégoire, coucou Laurine, coucou Laurence. Bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va se parler du burn-out en compagnie d'une experte du burn-out, d'une spécialiste du burn-out. Pourquoi? Parce que dans tous les échanges que l'on a avec vous, dans tous les magiciens qui sont avec nous au sein de l'école, dans ce parcours énergétique, qu'on peut associer aussi à un parcours spirituel, qu'on peut associer à un parcours professionnel, de trouver sa place et de prendre sa place dans sa vie, de trouver ce qui est juste pour soi, et ben le burn-out revient régulièrement de manière plus ou moins évidente, de manière plus ou moins identifiée, identifiable. Et on s'est dit qu'il serait bon de s'éveiller aux caractéristiques d'un burn-out, qu'on puisse voilà, se parler de ce que c'est plus précisément et que vous puissiez poser vos questions à une spécialiste du sujet. Donc cette spécialiste, c'est Magali Normand, qui est coach thérapeute en reconstruction de soi après le burn-out. Hello Magali, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux réactiver ta caméra, ton micro? Il nous reste le micro pour qu'on puisse t'entendre. Ah, c'est à moi de te le réactiver. D'accord. Là, normalement, c'est bon. C'est tout bon. Bonjour tout le monde, Bienvenue. bonjour Mélodie. Salut. Merci de l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Ça fait déjà quelques temps qu'on s'est dit qu'on allait faire ce moment ensemble. Et nous voilà enfin pour partager ce moment et surtout ben, que tu puisses nous éveiller et nous en dire un petit peu plus avec tout le parcours que tu as. Alors, on a un rituel d'accueil, vous le connaissez, Oui, la famille énergie, notre rituel d'ouverture du live, le comment ça va bien aujourd'hui, mais vraiment comment tu vas ce matin. Alors, je vais t'inviter à prendre un petit instant pour toi, à te recentrer, à observer comment tu es dans ton corps, comment tu es dans tes émotions, comment, comment ça bouge, plus ou moins, ou comment est-ce que c'est peut-être calme, ou comment est-ce que c'est peut-être vide ou plein de quoi, et d'observer ça ce matin. Et si tu devais décrire cet état d'être avec quelque chose de la nature, je vais rester vague, quelque chose de naturel, tu nous dirais que l'énergie, elle représente quoi ce matin? C'est quoi l'image qui te vient? Dis-moi ça dans les commentaires. Coucou Lo qui vient d'arriver, coucou Marlène. Bienvenue les filles. Alors on est entre filles? Non, il y a Grégoire. Il y a Grégoire qui est avec nous. Merveilleux. Alors Margali, tu serais quoi ce matin en élément naturel? c'est l'eau qui me vient. Ah, ok. C'est l'eau et c'est marrant cette question parce que hier, enfin, ça bouscule pas mal depuis lundi, donc je fais pas mal là d'introspection et j'utilise un peu tous les outils que j'expérimente.
et c'est vraiment une vague en ce moment. C'est vraiment une vague. Alors, autant lundi, ça me submergeait, que j'ai pu travailler dessus et maintenant, on va dire, c'est houleux, mais je surfe dessus, tu vois? Ok, très bien. Surfer sur l'eau, c'est parfait. C'est voilà. C'est vraiment cool. Mmh. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Laurine qui a un pissenlit. Il y a Pauline qui vient d'arriver. Marie-Claude des vagues avec des hauts et des bas, peut-être dû à la dernière tempête solaire. Hmm. Ah, j'avais pas fait le lien, c'est très pertinent, je trouve, ouais. Ouais. Oui, oui, la dernière tempête solaire qui a pu nous bousculer et qui est venue vraiment nous chercher aussi sur des questions relationnelles, de l'amour de soi, de l'amour pour les autres. À voir si ça vous parle, avec ce que vous avez traversé personnellement. Une fleur qui s'ouvre et s'éveille pour Maëva, un arbre pour Audrine, un ruisseau pour Sandrine, un roseau, pardon, parce que j'ai lu le ruisseau de Laurence juste au-dessus, un arbre pour Annie, une cascade pour... Il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a Mmh. beaucoup d'eau ce matin. Alors c'est très intéressant pour moi parce que j'ai fait un rêve d'eau juste avant de me réveiller là ce matin avec des grandes vagues submergées par les vagues et finalement j'en sortais et puis après on fêtait le fait qu'on était des survivants complètement voilà complètement drôle Ah quoi, oui. comme tous les rêves un peu aberrants. Une source d'eau pure pour Pauline, une belle rose rouge pour Étiennise, la houle pour Grégoire et de l'eau encore, hein. Plutôt le vent pour Valérie, comme une tempête intérieure ou un rouleau. Un petit vent tout doux pour Marlène. Eh, vous êtes vachement sur les élémentaux, c'est trop bien. Enfin, je dis c'est trop bien parce que j'aime beaucoup. Super. J'ai rêvé d'un bébé cette nuit que je devais protéger. Oh, ok. Incroyable. Alors, et pour ma part, ben, l'image que j'ai eue quand je me suis recentrée, c'était un tournesol. Mmh. Donc, je pense que c'est lié aussi à la pratique énergétique qu'on a fait hier soir, le côté très solaire, et puis ben, le côté aussi en journée, je suis le soleil, et puis la nuit, je me repose. Très simple. Alors, je vais juste faire une petite vérification technique, parce que normalement, je devrais avoir un mode qui s'appelle actualité, et je ne le trouve pas, donc je vous demande juste un petit instant. Euh, pour qu'on puisse bien nous voir. Hop, c'est peut-être bien comme ça. Et peut-être... Ah ah, ajouter l'épingle. Ah voilà, je crois que ça y est, j'ai trouvé. Je ne sais pas. Bon, on verra sur l'enregistrement si on est toutes les deux en même temps. Il doit y avoir un mode qui s'appelle OK. actualité, mais il est caché. Écoute, ce sera la grande surprise. Et il y a Isabelle qui arrive. Donc aujourd'hui, on se parle du burn-out. On va se parler, pour démarrer en tout cas, des indicateurs. Parce que avec le burn-out, ce qui est délicat, c'est que beaucoup de personnes le traversent, mais ne mettent pas le mot dessus, ne Mmh. le traitent pas, et il peut y avoir des répercussions dans le corps, dans les émotions, dans la vie familiale, bref, dans tous nos domaines de vie, quelques temps après. Donc ça, ce serait super intéressant si tu pouvais nous en parler, Magali. Et puis, ben, une fois qu'on l'a identifié, ou pas, j'ai envie de dire, ben, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour... toi, tu parles de reconstruction hein, Mmh. après un burn-out. Donc on va voir tout ça. Et surtout, la famille énergie. On est là aussi pour répondre à vos questions. On est là pour vous, pour vous permettre d'évoluer, d'avancer, de comprendre ce sujet, que ce soit pour vous, pour vos proches ou pour ceux qui sont thérapeutes ou de futurs thérapeutes, aussi de mieux comprendre ce sujet par rapport à vos clients. Est-ce que ça te va si on commence déjà par les indicateurs d'un Alors burn? justement, j'allais te demander, de me driver un peu sur comment on commence parce qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de points importants, que c'est dur pour moi de savoir par quoi commencer. Ouais. Donc par les indicateurs du burn-out. Bah, déjà pour comprendre ces indicateurs, il faut comprendre le mot en lui-même, burn-out. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un mot anglais en fait et derrière ça
derrière tout ce mot qu'on dit et tout ce qu'on va mettre en représentation derrière, c'est important de comprendre qu'en français, ça veut dire épuisement intense. Donc déjà, c'est ça. Le premier ressenti qu'on a, c'est un ressenti d'épuisement. Et je dirais, peu importe dans quel domaine ce sentiment se développe, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en parental, que ce soit en étudiant, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe parce que l'environnement dans lequel cet épuisement est ressenti, c'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, professionnel, étudiant, parental, machin, truc, peu importe. C'est un épuisement intense qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'on est épuisé. C'est pour ça que l'épuisement, il est intense. Et c'est quoi un épuisement intense? C'est la quatrième phase du mécanisme du stress. Si vous ressentez de l'épuisement, ça veut dire que vous ressentez un changement de comportement. Vous le savez parce que vous vous dites, je ne me reconnais plus. Avant, j'aurais pas réagi comme ça. Je me serais jamais énervée pour si peu avant. Mmh. Je me sens débordée, mais en fait, si je compte un peu ce que j'ai fait dans la journée, j'ai fait plein de choses, mais c'est pas plus que d'habitude. Pourquoi aujourd'hui je suis débordée pour ces choses que je sais gérer où j'ai les capacités? Pourquoi est-ce que je doute de moi aujourd'hui et de ma capacité à faire quelque chose alors que je sais, si j'arrête de croire mes pensées qui me disent le contraire, je sais que je peux le faire. Et c'est à ce système de pensée-là, cet épuisement qui devient intense parce qu'il attaque la phase mentale, il attaque nos pensées, et ça va encore plus nous, on va dire, nous faire tomber, de croire ces pensées-là, de douter de soi. Et c'est comme ça que ça s'installe en fait. C'est-à-dire que l'épuisement intense, ça veut dire que votre corps est déjà épuisé et que vous avez décidé, ou pas, consciemment ou inconsciemment, mais à un moment donné, il y a un choix qui se fait de dire, bah là, je vais pas me reposer. Là, je vais pas m'asseoir. Et de là, tu continues et tu vas avoir les émotions qui vont te dire, waouh, t'écoutes pas ton corps. Tu vas avoir de la tristesse, tu vas avoir de la colère, tu vas avoir de la submersion. C'est là où tu as le changement de comportement. Et tu vas pas écouter encore, tu vas avancer. Et du coup, les pensées vont arriver pour te dire, waouh, attends, t'écoutes pas ton corps, t'écoutes pas tes émotions. Ben, je vais t'envoyer encore d'autres signaux. Je suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis une mauvaise mère, je sais plus travailler, je vais pas y arriver, nanana. Et là, tu as atteint les 3 paliers, les 3 systèmes dans lesquels le corps est. Donc le corps, le mental, l'énergétique, l'émotionnel. Et là, c'est l'effondrement. Ce sont les 4 mécanismes du stress. Sans rentrer dans le détail médical de d'abord, machin. Et tu as un déclencheur à tout ça. Et ce qu'on remarque, et ce que je remarque avec les personnes avec lesquelles je parle, que je les accompagne ou pas, c'est que le déclencheur se passe dans un environnement spécifique. Ça va être l'employeur, ça va être le salarié, si on est chef d'entreprise, ça va être l'enfant sur lequel on va s'énerver. Mais quand on gratte un peu sur les croyances qui se construisent à ce moment-là, on en vient toujours à avant. On en vient toujours à une croyance qui est là depuis l'enfance, depuis l'adolescence, et qui prend tellement la dominance qu'on n'arrive pas à se dépêtrer cette croyance. Et cette croyance, en fait, elle ne nous appartient pas. Et c'est pour ça qu'on va à l'épuisement, parce qu'on est drivé par une ou plusieurs croyances qui naissent avant qu'on devienne adulte, et elle vient vous percuter à l'âge adulte pour vous dire quand est-ce que tu arrêtes de m'écouter. T'es adulte, incarne-toi. Et c'est là où on rentre dans la sphère énergétique et spirituelle. T'es pas là pour vivre les croyances que l'on t'a mis quand tu étais petite. Tu es là pour vivre ta vie, pour créer ton monde, pour créer tes croyances, pour créer ce que tu as envie. J'ai beaucoup de femmes qui sont mamans et leur burn-out professionnel a déteint sur je suis une mauvaise mère. Et c'est beaucoup de femmes qui n'ont pas eu de modèle ou qui ont eu un modèle toxique,
ok, je parle d'agression, je parle d'abus, je parle de gros traumatismes complexes. Et elles se disent, mais j'ai pas de modèle d'une maman secure, etc. Du coup, avec mon enfant, ben, je sais pas faire. Mais si, du principe où tu sais ce que tu veux pas, il te suffit de regarder ce que tu veux. Hmm. Et c'est là où tu t'incarnes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, alors bien sûr ça ne va pas représenter toutes les situations, mais quelques exemples de croyances, de personnes que tu as pu voir, de croyances de l'enfance qui sont amenées jusqu'à l'âge adulte et qui font que bah, ça exacerbe ce chemin bah, qui mène au burn-out. Mm. Si tu travailles dur, tu y arriveras. Hmm, Euh, Si tu fais ce qu'on te dit, tu n'auras pas de problème. hmm, se conformer. Euh, Surtout pour les hommes, celle-là, vu qu'on en a un. Hmm, Ne pleure pas, ne montre pas que tu es fatigué, sois forte et un homme. Tu es l'homme de la maison. Tu dois tenir la famille. hmm, hmm, hmm. C'est très compliqué pour les hommes, hein, la période qu'ils vivent, hein. Oui, bien sûr, clairement. Euh, et de manière plus générale, tu as aussi, là c'est ce que je suis en train de suivre comme formation, un peu c'est ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. C'est-à-dire que tu n'as pas été dans un environnement dans lequel tu as pu t'exprimer. Tu as dû soit contenir tes émotions pour te protéger de quelque chose, euh, soit, soit t'as pas eu le choix en fait de te créer quelque chose pour sortir de ce que tu vivais. Euh, Il y a beaucoup également de loyauté familiale. Par exemple, pour moi, ça a été très compliqué d'assumer ma part énergétique et spirituelle et de sortir du salariat parce que je trahissais ma grand-mère pour qui le salariat dans une grosse entreprise, c'est la sécurité. Hmm, Et je trahissais mon père qui est athée et qui défend la République hmm, et les lois républicaines. Et moi, comment t'imagines, si je lui parle de spiritualité, de choses comme ça, il est tolérant, il a aucun problème avec la religion, mais cette loyauté vis-à-vis de la croyance du parent. bien sûr. Euh, est-ce que ça te va comme réponse ou est-ce Très que je bien. J'ai craque? envie de demander à la famille énergie à quel point ça résonne jusqu'ici. Comment est-ce que vous vous reconnaissez? Alors, je pense aussi que tout ce que tu as décrit là, c'est des choses qu'on traverse à des degrés différents. Tu as évoqué plusieurs strates de stress et je pense qu'on traverse plus ou moins tous une, deux ou trois strates régulièrement dans nos vies. Et ce qui fait le burn-out, bah, c'est d'arriver à l'épuisement dont tu parlais, hein. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est ce jeu entre les pensées, le corps, les pensées, le corps, beaucoup, beaucoup, et qui font que la situation s'exacerbe et prend de plus en plus d'intensité jusqu'à arriver à une dimension énergétique, émotionnelle, où bah, on n'est plus capable d'avancer comme il se doit. Euh, Et je veux juste rajouter sur cette dissociation, elle est tout à fait naturelle, c'est ton métabolisme qui le crée dans le principe du stress. En fait, c'est les différentes strates, c'est que tu as un élément déclencheur à un moment donné, hein, ça peut être une surcharge de travail, mais c'est que cet élément, il va être répétitif. Du coup, ton cerveau, il va assimiler hmm, que cet élément qui te cause du stress revient plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est important de te préparer à la prochaine fois. Donc, le corps passe en fait en mode survie. Je me prépare et j'anticipe le danger. Du coup, naturellement, à ce moment-là, tu passes en stress chronique, c'est-à-dire que ton corps est toujours prêt. Et du coup, c'est là où tu es en hypervigilance, en hyperréactivité. Alors, au début, tu es un peu drogué par ça parce que tu as de l'adrénaline en non-stop. C'est ce qui fait hein, qu'on bascule après. Et du coup, ça bascule et il va avoir un moment, un événement. Alors que toi,
Bah, vu que le corps, il est pas fait pour être sous adrénaline H24 et vu qu'en fait, on se brûle les ressources de l'intérieur, bah, tu vas plus avoir de ressources pour cet événement qui sera beaucoup plus anodin et là, Mmh. tu craques. En fait, c'est ça l'épuisement intense. C'est-à-dire que tu as vécu une répétition d'un stress que ton corps s'est préparé, s'est anticipé en t'envoyant cortisol, adrénaline, et cetera. Du coup, toi, tu shooté, tu drogué, hein, à cette adrénaline-là. D'être toujours en hypervigilance, tu hyper focus, hyper concentré. Donc au début, c'est hyper agréable, sauf que c'est pas normal, tu recharges pas les batteries. Donc à un moment donné, tu perds de la concentration, tu perds de la patience, tu perds de l'énergie, tu commences à prendre du poids ou à perdre du poids. Tu commences à avoir tous ces signes physiques, souvent malades, douleurs chroniques qu'on comprend pas, les raideurs, les voilà, tous ces signes-là que les médecins vous disent: «Ah, c'est dans votre tête». Mmh mh. OK, ouais, c'est dans ma tête, mais je suis pas folle. Tu vois? Il y a aussi ce truc-là, c'est aussi les médecins, à un moment donné, il faut qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils disent à ce moment-là. Moi, ça m'a créé 10 ans de déni, hein, ces discours-là et du coup, voilà, tu restes et jusqu'à ce que ton corps dise: «Non, mais là, pour ce petit truc, j'ai même plus l'énergie de t'envoyer quoi que ce soit. On arrête tout» et là, ton corps, il t'immobilise et là, seule chose qui te reste à faire, c'est de t'occuper de ton corps, mais c'est pas évident parce que déjà, tu as une période de sevrage de l'adrénaline. À un moment donné, il faut dire ce qui est. Mmh. C'est pour ça qu'en arrêt de travail, tu arrives pas à stopper. C'est pour ça que quand tu essayes de stopper, tu as envie de bouger parce que tu as toujours, bah, l'adrénaline, c'est ça, hein, je cours, hein, je combats, donc tu as envie de bouger. Du coup, c'est très dur d'avoir ce sentiment de vide, je peux plus bouger et ce mental et ces pensées qui te disent: «Non mais, tu fainéant, tu fait ci, fais ça et c'est pas normal» et cetera. Parce qu'il y a un conflit interne qui se crée biologiquement, enfin chimiquement, on va dire et également par rapport à tout ce système de pensée. Donc il y a vraiment, voilà, il y a ça aussi à déculpabiliser. On répond à un mécanisme naturel dans un contexte de société qui ne respecte pas le rythme naturel. Et est-ce que c'est, je vais faire un mix des différentes questions qui ont été posées là dans le chat. Est-ce que, est-ce que c'est une fatalité d'arriver jusqu'au burn-out pour comprendre? Parce qu'en fait, c'est des signaux qui viennent nous parler, de ce que je comprends, hein, qui viennent nous parler de choses qui ne sont pas, alignées, je dirais, dans mon vocabulaire, ou des choses qu'on n'a pas compris, des choses qui persistent alors que c'est toxique, pour nous. Je peux j'ai déjà entendu dire, hein, «De toute façon, toi, il faudra que tu tombes pour, comprendre ce qui t'arrive». Tu vois? Il y a une forme de croyance comme ça. Il va falloir que tu tombes malade, il va falloir que tu arrives jusqu'au burn-out pour enfin comprendre, ce que tu es en train de Mmh. traverser. C'est dommage, je trouve, Oui. d'imaginer ça. Comment on arrive à éviter d'aller jusqu'à là, à tirer la corde Ben, jusqu'à ce en point-là? fait, c'est un comportement complètement humain de devoir s'effondrer pour comprendre. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, ce sont les autres qui vont nous le dire qu'on n'est pas bien. Il y a le déni. Le déni, c'est une partie de nous qui cherche à nous protéger de ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que ce qui nous amène à ce système-là de mode survie, c'est que nous réagissons, notre cerveau fonctionne à partir des expériences passées. Donc, si tu lui dis: «Là, je vais arrêter de croire ce que j'ai toujours cru, mais je ne sais pas quoi croire à la place et je ne sais pas comment faire autrement», le cerveau, il va dire: «Non, mais non, l'inconnu, je connais pas». Tu vois? C'est un peu cette image de on est dans notre grotte, on souffre dans le noir de cette grotte, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière et ça peut être lumineux et avec plein de fruits et magnifique. Si le cerveau, il peut pas l'imaginer parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il te dira: «Reste dans la grotte, on est en sécurité. Bon, on a froid, il fait humide, on est avec les chauves-souris, c'est pas agréable, mais au moins on sait» et c'est pour ça que c'est là où il faut faire attention à certains propos. Hem, Déjà, on n'est pas Dieu, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un thérapeute.
Personne ne peut vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre pour comprendre la leçon. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de vous expliquer ce qui pourrait se passer de bien si vous décidez de regarder ce qu'il y a à l'extérieur de la grotte. Mais c'est vous qui décidez d'en sortir ou pas, en fait. Clairement. Et c'est pour ça que c'est très humain, cette phase de déni, et, et que c'est important, comme tu dis, par rapport à cette croyance, de ne pas la généraliser. De ne pas dire, bah, de toute façon, il faut que tu tombes. Vu que tout le monde doit tomber, pour le comprendre, tu tomberas. J'ai une cliente, alors forcément, ça dure, l'accompagnement, il est plus long, on a adapté par rapport à ça, parce qu'elle a fait le burn-in, elle a compris qu'elle faisait un burn-in, et donc on travaille les outils pour faire chemin arrière. Mais c'est long. C'est un combat personnel qu'elle fait avec sa loyauté familiale, avec ses croyances, parce que du coup, elle doit apprendre à faire le tri, à faire plein de choses. Quand on est ouvert à tout ça, ça peut être possible avec un accompagnement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau ne nous fait faire que ce qu'on est capable et ce que l'on sait faire. Donc, on est notre propre ennemi, on est notre propre limite. C'est-à-dire s'il y a des futurs thérapeutes ici, d'après ce que j'ai compris, ce qui vous empêche aujourd'hui de monter votre boîte et d'être à l'aise et d'être pompé l'op, j'ai confiance en moi, je suis lumineuse et tout ça, ouais, j'ai l'abondance et tout, c'est vous, vos peurs, vos croyances, etc. Absolument. J'y suis aussi, vous inquiétez pas, je travaille aussi dessus depuis longtemps. Mais on est notre limite. Donc, pour échapper au burn-out, c'est comprendre et accepter qu'on est dans un possible déni. Donc, c'est faire confiance à nos proches et à leur bienveillance. Et le plus dur, c'est oser demander de l'aide, oser accepter d'être aidé, oser dire non, même si on sent de la culpabilité. Donc, est-ce que c'est obligatoire? Non, parce que j'aime pas les généralités. Mm. Mais personne ne fera le chemin, votre propre chemin. Clairement. Et c'est pas un échec de faire un burn-out, et ça j'aime bien le dire, c'est pas un échec de faire une rechute. C'est votre corps, c'est vos émotions, c'est vous-même qui apprenez quelque chose. C'est un échec de ne pas chercher à comprendre. Ça fait du bien, ça, de le dire, que c'est pas un échec, parce que de ce que j'observe, c'est que parfois les personnes peuvent avoir honte euh, Mm. d'être passées par là. Euh, pour moi, burn-out est assez proche de ce qu'on peut appeler la dépression. Ça prend peut-être des formes légèrement différentes. C'est la même chose pour toi? Pas du tout. C'est pas du tout la même chose? Ah ok, bah je veux bien que tu nommes ça. En fait, quand alors, je vais la faire commencer simple. Le burn-out, c'est un épuisement lié à un trop-plein. Ok, T'es trop active, t'es trop dans le mode survie, t'es trop à fond, tu utilises trop tes ressources, t'es trop, 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 trop. ouais, La dépression, c'est le vide. ok, c'est À l'inverse. l'intérieur, c'est vide. T'as plus d'énergie. Tes hormones, elles sont aux pâquerettes. T'as plus goût à rien. Tu vois, voilà, c'est vraiment ça. À la limite, c'est ça. Le burn-out, t'as tellement goût à répondre à tes croyances et à montrer, à faire, à faire, à faire, à faire. Ton corps, il dit arrête de faire. La dépression, c'est vraiment, tu perds goût à l'action. Ça n'a plus de sens. Pourquoi me lever le matin? Pourquoi je vais prendre ma douche? C'est tellement fatigant. Et tu peux faire une dépression après ton burn-out. Parce que tu as tellement eu ce trop, la chute, elle est tellement violente que ton corps se met en dépression. Alors là, je vous parle des termes d'un psychiatre qui l'a mis pour moi, ok, mais j'ai pas cherché d'études ni quoi, c'est juste je renvoie ce que m'avait dit le psychiatre. C'est en fait une dépression réactionnelle Hmm. à un événement vécu qui était trop. Alors que quelqu'un qui a un état dépressif pathologique, il l'a depuis toujours et c'est ce manque de goût à la vie, ce manque de... Il n'y a plus de couleur, tu vois, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus tout ça. Donc ce sont deux choses différentes. Euh, pour
posé tout ça, quand j'ai donc moi mon burn-out, hein, je l'ai fait en 2008, on n'en parlait pas, du coup, je l'ai mis ça. Déni du stress au travail: «Non, je suis pas stressée, c'est normal». Je suis: «Ouais, c'est tout à fait OK, je suis là, je suis ça, yeah, 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 je déménage et je reviens et je travaille et tout ça, ouais, OK, pas de souci, pas de souci». Et mon corps, il m'a dit: «On en a marre parce que ton déni, il est comme ça. Allez, il y a un petit gène chez toi qui t'amène une petite maladie rhumatismale, on va l'enclencher, bim!» Et il m'a mis une spondylarthrite, il m'a clouée par les douleurs. Du fait d'être en douleur H24, qu'aucun médicament n'arrivait à faire taire, que je sois allongée, assise, en mouvement, je n'avais que de la douleur dans mon corps, j'ai fait une dépression réactionnelle. J'ai eu les pensées noires, j'ai eu les idées. Je voulais pas mourir, je voulais me faire mal pour savoir de quoi j'avais mal et que les médecins puissent dire: «On sait ce que tu as, on va te soulager». Ça, c'est une dépression. Tu es en larmes, tu as des pensées noires, tu as des idées suicidaires. Ça, c'est une dépression après un burn-out. Quand tu t'effondres d'un burn-out, ce n'est pas parce que tu n'as plus d'énergie que tu es en dépression. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, tout à fait clair. C'est bien de pouvoir le distinguer. Dans tous les cas, c'est quand même deux situations qui demandent une reconstruction derrière et qui ont été activées par, bien sûr, des événements ou des enchaînements d'événements. Je vais prendre un ou deux commentaires. Euh, Il y a Marlène qui nous dit pas facile de tout déconstruire pour se reconstruire. C'est Alors, un long travail. c'est le burn-out qui te déconstruit, donc il s'en charge pour toi, en fait. C'est pour ça que c'est pas un échec de vivre ça et ça se fait, en fait, une fois que tout ça tombe, c'est là où, bah, finalement, il faut juste remettre les briques autrement Hmm. et refaire la maison que tu veux maintenant et au lieu de regarder ce que tu veux plus, si tu osais regarder ce que tu veux à la place et essayer de construire cette vision et comment tu sais que c'est la bonne? Parce qu'elle te justement, elle te fait vibrer, quoi. Ça fait sens. Hmm. Hmm. Donc il y a pas de déconstruction à faire. Il y a juste à se remettre en énergie, prendre soin de soi, faire vraiment la phase du début. Je prends les médicaments. Si j'ai des crises de panique, ben, moi, je suis pour respecter l'avis médical. Donc, s'il veut un antidépresseur, parce que ça aide, oui, mais c'est une béquille. C'est pas lui qui va te sauver. C'est toi qui va te sauver. Donc, tu le prends en attendant, toi, de te remonter, d'apprendre de tes nouvelles valeurs. Tout à fait. Parce que c'est ça la déconstruction. Tu vas découvrir que tu réponds à des nouvelles valeurs, les tiennes du toi d'aujourd'hui, pas de ce que tu crois de quand tu avais 6 ans, 15 ans, 20 ans. Le toi d'aujourd'hui, c'est ça les nouvelles piles que tu vas faire Hmm. avec tes valeurs à toi. Tu vas switcher les croyances. C'est là où l'accompagnement est important. Quelle croyance qui m'a aidée avant est limitante aujourd'hui? Bah, vu qu'elle me limite aujourd'hui et vu que je veux me construire, autrement, vu que je me suis déconstruite, ben, je vais en faire quoi? Par quoi je peux la changer? Par quoi j'ai envie? C'est toi qui crée tout ça, en fait. C'est ça la reconstruction. Donc tout un travail sur soi à mener après. Je vais prendre une question que je vais compléter avec mon regard. Attends, je remonte un peu. Euh, on passe par le burn-out. Euh, J'imagine que si la personne fait plus ou moins le travail, il y a une forme de stagnation de la situation, où il peut y avoir des hauts, des bas et des rechutes régulières. Est-ce que ça peut arriver qu'une personne reste dans un état plus ou moins burning sur du long terme et qu'elle puisse, Valérie nous dit, qu'elle puisse survivre malgré tout dans la situation? Est-ce que tu vois des personnes comme ça qui maintiennent une sorte de burning long? Je l'ai fait pendant 10 ans. Ok. La, ce qui va faire, en fait, la différence, c'est la décision que tu vas prendre, en fait, vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu veux continuer à vivre comme ça? Est-ce que tu veux continuer à le subir? Est-ce que tu veux
continuer à vivre avec ses conséquences, que ce soit pour ton corps, que ce soit pour ta perception de toi, l'image que tu as de toi-même, et puis les conséquences dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans tous tes domaines de vie. Est-ce que c'est OK pour toi de continuer comme ça? Si oui, mais c'est OK. On n'est pas à te dire, fais comme ci, fais comme ça. C'est là où c'est important, toi, comme je disais tout à l'heure, c'est ton chemin de vie, c'est toi qui as les rênes de ta vie. Si tu es OK, parce que tu reçois ce que tu as envie de recevoir, même si ça te coûte un peu, même si tu as un peu ce sens de la femme sacrificielle, un peu la mère sacrificielle, mais c'est OK, si c'est OK pour toi. C'est ça qui compte. Si c'est pas OK pour toi, alors, OK, bah là, on discute. Est-ce que j'enlève mon micro ou externe ou pas? Parce que je sens qu'il y a des problèmes. Je vois qu'il y a des problèmes de son. Non, t'en fais pas, je pense qu'on m'entendait moins, c'est moi qui avais fait un réglage. Dites-moi si c'est mieux là, les filles, dans le chat. J'avais effectivement mon volume qui était un peu bas, mais ça a l'air ok. OK, d'accord. Donc, c'est ça le truc, en fait. Donc, oui, on peut rester en burn-in. Et c'est OK, si c'est OK pour la personne. C'est ça le travail personnel, enfin, le développement personnel, on va dire, la reconnexion à soi, le travail énergétique. C'est une aventure personnelle. On la vit comme on a envie de la vivre. Et si on n'est plus OK avec ça, ben, OK, ben, qu'est-ce que t'en fais? Mais si t'es OK, je suis qui pour juger, moi? Je suis qui pour dire c'est bien, c'est pas bien, oui, non, Bien je sûr, suis personne. bien sûr. Ça nous montre une capacité de résistance du corps et des émotions. Alors, bien sûr, du coup, toi, tu parlais de pathologies hein, qui peuvent être générées. J'imagine que dans des situations comme ça où ça dure sur des mois, voire des années, ça va être quasiment un point commun pour toutes ces personnes de développer des pathologies liées à cet état de stress. Mm. Et tu as plein de pathologies. Tu vas avoir des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Tu peux avoir des addictions. C'est pour ça que je suis en train de me former à ça. Parce que du coup, je suis avec des personnes. Quand on lève le déni du burn-out, il y a ces choses qui remontent en Et ouais, surface. et ouais. Euh, Tu as donc, oui, toutes les pathologies, donc toutes les maladies invisibles qui sont dures à comprendre pour les médecins, les fibromyalgies, les spondylarthrites. Il y a combien de témoignages de personnes qui se disent guéries de ces maladies? D'ailleurs, j'en connais une qui a pareil le spondylarthrite et qui prend aucun traitement, mais maintenant elle est chamane. Donc, en fait, c'est qu'elle se soigne quotidiennement. Et c'est ça, c'est un soin quotidien que tu t'apportes et tu es focus sur ça. OK? Donc, c'est quoi le lien de tout ça? Euh, Bah, c'est comment tu as envie de t'incarner dans cette vie, en fait. Hmm. Si tu t'incarnes, et dans le sens où ça fait du bien de pouvoir parler ça avec des gens qui comprennent. Si tu, Bienvenue. si tu t'incarnes dans ta vie, tu t'incarnes dans ton corps, automatiquement. Puisque tu dis à ton âme, OK, d'ailleurs, tu as des exercices où tu travailles, où tu vas revoir un peu tes traumatismes pour ramener ton âme qui s'est dissociée pour se protéger. Petit à petit, ouais, Tim Spondy, petit à petit, voilà, tu ramènes ça et il y a ce moment où tu sens dans ton corps que tu es entière, quoi. Ouais. Et je me souviens quand j'avais fait l'exercice, mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'avais une force. Je me dis, mais j'en fais quoi de ce truc, quoi? Mais waouh, c'est genre, je fais un kamehameha et je fais péter le truc. Et waouh, c'est énorme de vraiment se sentir incarné dans son corps. Et quand tu t'incarnes dans ton corps, t'as plus de douleur. T'en as plus. Et t'as plus de peur non plus. Tu n'es pas inconscient, mais tu comprends le message. Donc, t'as pas besoin de passer à la peur. Tu sais que je suis incarnée. Ma mission, en fait, c'est de faire ça. Et du coup, j'ai envie de partager ça et j'ai envie de transmettre ça. Et du coup, bah ouais, je vais avoir des obstacles, mais ça fait partie du jeu. Et c'est OK. Et c'est là où incarner, c'est important. Et être dans son corps. C'est la première chose qu'on fait, c'est se désincarner. Et c'est ça qui crée.
tout ce mal-être, toutes ces paniques, tous ces trucs-là. C'est qu'on n'est plus à l'intérieur là. Et la sécurité, elle est dedans, elle est pas dehors. Et c'est la sécurité dedans qu'il faut commencer à reconstruire. Hmm. Ça me touche beaucoup, ce sujet, euh, l'être soi incarné qu'il en est. Euh, Il y a Étienne qui nous dit le paradoxe, c'est qu'à la suite d'un burn-out, j'en sors très enrichie. Tu sais, ces fameux cadeaux mal emballés de la vie qui nous demandent, qui nous proposent de traverser des événements pour aller plus vers soi, si on veut bien les écouter. Après, il y a de grandes merveilles qui se proposent à nous. Alors c'est pas, c'est dur, hein. C'est vraiment des grandes difficultés à traverser. C'est aussi difficile parce qu'il y a eu des résistances, parce qu'il y a eu des dénis, il y a tous les schémas de protection hein, qui se sont mis en place. Euh, alors, ça veut dire quoi la reconstruction euh, après le burn-out? Est-ce qu'il y a des phases? Est-ce que c'est unique à chaque personne? C'est quoi les grandes choses à Les aborder? les grandes choses, c'est déjà rebondir sur ce que tu viens de dire et comprendre que par rapport à tout ça, on est des oignons qui s'épluchent et de toute façon, il y aura toujours quelque chose, à travailler On adore l'oignon et par ici. et c'est déjà se porter cette bienveillance et cette patience. C'est déjà devenir sa meilleure amie, sa meilleure, réconfortrice, être sa meilleure maman pour soi, déjà. Hmm. Et déjà absorber, intégrer ce sentiment-là pour soi, déjà c'est un cap. C'est vrai. Oh oui. D'aimer et s'apporter ce que l'on donne aux autres, c'est super dur. C'est déjà le premier travail, la première étape. Et dans le burn-out, comment tu t'apportes ça? Tu acceptes l'arrêt de travail d'un mois ou de 3 mois, tu t'en fous de tes collègues. C'est pas eux qui nourrissent, ta famille, c'est pas eux qui te payent. Ils râlent, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vu la galère dans laquelle tu et eux, ils se permettent de râler? Ben, on verra quand ce sera eux qui le feront, OK? Toi, en attendant, tu es chez toi, tu pas bien. Donc Hmm. tu vas t'apporter ce dont tu as besoin, point. Ça, c'est la première étape, l'acceptation. Cette étape challenge aussi pour les entrepreneurs. Oh oui! Oui, ça challenge. Ouais. Mais c'est ça, c'est quelque chose c'est un peu comme si la vie, tout au long de ta vie, en fait, elle te challenge sur, oublie pas cette base. Tu vois, ça fait, là, je fais une formation. En 3 semaines, je dois faire 4 semaines de travail pour pouvoir faire la formation en même temps, donc j'ai beaucoup plus de boulot en plus, vu que j'ai ces nouveaux trucs à intégrer Ouais. et je me suis mis dans les injonctions. Il faut que je termine ça, il faut que je fasse ma com, il faut que je planifie, il faut que je voie toutes les clientes, il faut que j'ai le suivi. Enfin, vu que je travaille à débloquer les trucs, oh, j'ai une opportunité, il faut que je crée des conférences, il faut que je trouve ça. Lundi matin, mais j'en ai marre, je suis pas faite pour ça. De toute façon, ce que je fais, ça sert à rien. Je vais retourner dans le salariat. Celle-là, elle me vient à peu près, tu vois, une fois par trimestre à peu près. Le fameux à quoi bon? À quoi À bon tout quoi ça? bon? Eh ouais. Et ouais, et c'est bah, du coup, j'ai fait mon petit, truc pendant 3 semaines là, pendant 3 jours, pardon. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, je me suis complètement déconnectée de cette bienveillance vis-à-vis de moi-même». Qui me demande de poster 3 fois par semaine quotidiennement pendant ces 4 mois où ça va être compliqué? Qui me demande de faire ci? Qui me demande de faire ça? Mis à part moi. Mhm. Donc à partir de ce moment-là, bah, déjà, tu redescends et bienveillance envers moi-même. Déjà, c'est quoi vivre? Et je me suis mis une note. J'ai pris mon téléphone. Vivre, c'est 2 points, tu vois, pour être sûre de pas l'oublier. C'est génial. Vivre, c'est voilà, c'est aller chercher, aller acheter à manger, prendre le temps de faire les courses pour avoir envie de cuisiner. C'est prendre le temps de me faire un repas pour nourrir mon corps qui a besoin d'énergie. C'est prendre le temps de me poser, de partager un moment avec ma belle-fille, avec mon conjoint, sans me dire: «Oh là là, t'as vu l'heure? J'ai perdu 1 heure de mon travail». Non, j'ai pas perdu 1 heure. J'ai gagné 1 heure de vie. C'est ça.
Mmh. Se porter cette bienveillance, cette étape-là. Et c'est important de la créer en arrêt de travail, dans un environnement où on n'est pas sollicité par les enclencheurs extérieurs, par les facteurs de stress. Avant de retourner vers les facteurs de stress, il faut déjà commencer en sécurité à ressentir et à la créer, à la ressentir vraiment là. Et une fois que tu t'es remonté, que tu as repris un peu foi en toi, que tu as retrouvé l'énergie, que tu arrives à faire une journée sans te sentir épuisé, que tu t'es reconnecté. Et c'est là où je travaille avec les 8 domaines de vie. Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi ta passion? Qu'est-ce que tu kiffais avant et que tu ne fais plus aujourd'hui? Ah bah, mets ta musique, danse, fais le ménage en faisant comme la nounou d'enfer avec Nice qui était là, ouais, voilà. Fais-toi plaisir, vis, ressens ton enfant. Sois ton Pélope, justement, la recrée tout ça. Et à partir de là, tu vas comprendre et tu vas capter tes vraies limites, les vraies croyances, les vraies pensées. Et à partir de là, tu peux commencer, du coup, à faire cette deuxième étape qui est de commencer à regarder d'abord dans ta vie perso, je commence jamais par le professionnel parce que pour moi, c'est qu'un reflet. Mmh. Dans ta vie perso, qu'est-ce qui vraiment t'empêche de rester comme ça, en fait? À quelle injonction tu réponds? Et là, en fait, on nettoie. On nettoie, on nettoie, on nettoie. On fait, et on crée cette vision dont je te parlais au début. C'est: «Qu'est-ce que je veux maintenant vu que je sais ce que je veux pas? Qui je suis maintenant en tant qu'adulte?» Et c'est là où tu répares et où tu réunis, l'enfant blessé, la jeune adulte, l'adulte et cette partie-là où, bah, tu te réincarnes vraiment, tu redeviens ton tout et récupères toutes les parts de toi que tu as oubliées dans ta vie qui ont été traumatisées. Et maintenant que tu es forte, maintenant que tu as incarné, c'est quoi ta vision? Et c'est là où les filles, bah, elles font pas du tout ce elles avaient prévu de faire, hein. Les bilans de compétences, les «je vais démissionner», «je change de boulot», «je change de métier», alors ça, tant que vous avez pas fait, d'abord mon travail de bienveillance et je me retrouve en mode Pompélope, mettez ça de côté dans un coin, n'y touchez pas, il faut que ça prenne la poussière, hein. Parce qu'une fois que vous êtes remonté et réincarné et que vous êtes vraiment là, vous savez quoi faire. Il y a pas besoin de bilan de compétences pour savoir ça. Le bilan de compétences, il va juste vous valider ce que vous croyez par rapport à votre passé. Et qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, j'avais un témoignage de quelqu'un, sur le podcast là qui m'avait dit: «Bah, j'ai fait le bilan, du coup j'ai compris, du coup j'ai repris un salariat et avec vraiment mes valeurs, je gagne de l'argent et tout machin et j'ai fait une rechute». Ben ouais, parce que ta croyance de l'argent, c'était ce qui te motivait à ne pas écouter ta vraie part qui est d'être créative et aujourd'hui tu fais quoi? Ah bah là, j'ai monté ma boîte et je fais du journal créatif et je suis thérapeute à travers le journal et je m'éclate et je gagne autant d'argent. OK. Donc, pour ça, les bilans de compétences, il y a des personnes que j'accompagne et qui font un bilan de compétences en même temps. Elle me dit: «Oui, mais qu'est-ce que tu vas m'apporter? On fait déjà les valeurs et tout». Je fais: «Ah ouais, elle t'a sorti quoi comme valeur?» «Bienveillance, altruisme, tu aimes le partage, tu es empathe, tu as un profil un peu artistique et social, c'est ça?» Ouais, comment tu sais?» Ben, c'est un comment dire? C'est un peu ça, tu veux pas qu'on approfondisse un peu? Et du coup, on décortique et du coup, on approfondit. Ah oui, mais dans tel domaine. Parce qu'en fait, les valeurs qui vous nourrissent, il faut savoir, c'est que dans chaque domaine de vie, vous en avez 8. Vous répondez à des valeurs qui peuvent être différentes et dans un ordre différent. Parce que vous n'êtes pas la même personne et vous n'avez pas les mêmes objectifs quand vous êtes la maman, quand vous êtes la grand-mère, quand vous êtes l'employé, quand vous êtes la chef d'entreprise. Vous incarnez des postures différentes, donc vous répondez à des valeurs différentes, mais toutes ces postures répondent à une seule et même personne qui est vous-même dans ce que vous voulez faire de votre vie. Et c'est ça la reconstruction. Et vous pouvez l'entamer qu'en commençant à remonter la spirale. Tu vois, c'est ça en fait que d'une manière moins spirituelle, comment je l'explique, c'est en bas de la spirale en burn-out. Tu commences à remonter la spirale, à reprendre de la force, etc. Tu dis ouais, ça va mieux, j'arrive à dormir, j'ai plus de douleur, je peux reprendre le boulot, je peux recréer tout ça. Ok, bon, tu veux pas en sortir de là? Parce que si tu as pu remonter, si tu t'en sors pas, tu redescends à un moment donné, puisque la vie, elle est comme ça. Et du coup, comment on en sort? Ben, en comprenant, voilà, ce que je viens de te dire. Les 8 postures, mes valeurs, à quoi je réponds, dans quelle posture, et cetera. Et les valeurs et les croyances, c'est lié. Et ce que j'adore faire, c'est que quand tu as trouvé ta valeur, phare dans un domaine de vie et que tu as une croyance qui te bloque pour vraiment te sentir bien, ben, en fait, il te suffit de te dire: «Comment je peux
continuer à nourrir cette valeur en croyant quelque chose d'autre. Hmm. Puisqu'aujourd'hui, ça me limite. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ta croyance, elle t'a aidé par le passé, mais là, on est dans le présent et on te reconstruit pour le futur. Donc, on va peut-être la virer, cette croyance limitante. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre à la place? Ok. Et ben maintenant, on va ressentir ça. On va le faire pour le cerveau, là. Maintenant que tu sais quelle posture tu veux, à quelle valeur tu veux répondre, comment tu veux matérialiser ces valeurs dans ce monde-là, dans cette posture-là, on va montrer au cerveau ce qu'il y a à l'extérieur de la grotte pour qu'il ait envie de faire des pas et d'y aller. C'est ça la reconstruction. Ça me... Tout ce que tu es en train de dire là, ça me fait écho à la résistance au changement. Beaucoup de personnes que j'ai vues en burn-out ou à deux doigts d'y aller euh, expriment des ouais mais je peux pas ci, ouais mais je peux pas ça, t'imagines, et ce serait pas possible, etc. Tout ça c'est lié à leur, j'imagine, à leurs croyances qui se sont construites au fur et à mesure du temps. Et du coup, comment t'abordes les choses quand il y a une telle résistance au changement alors que la personne est en burn-out? Ou en post-burnout, tu vois, juste après, que ça va un peu mieux, mais on sent que c'est encore très fébrile. Alors, il y a différentes étapes. Déjà, valider avec la personne que son oui mais, elle n'en veut plus. Si elle veut la garder, à ce moment-là, c'est quelle est l'intention positive de ton oui mais? Hmm, Pourquoi est-ce qu'il est là? ouais. Parce qu'on est d'accord que ton oui mais, il t'empêche de faire ça. Donc, c'est là aussi, tu vois, il faut prendre toutes ces postures, mais il faut aussi prendre toutes ces parties de soi. S'incarner, c'est se prendre en entier. Et après, c'est négocier avec nos différentes parties. Donc, quelle est l'intention de cette partie? Tu vois, le déni, c'est une partie de toi. Quelle est l'intention positive de ce déni? Ben, c'est de me protéger, en fait, parce qu'il sait pas. Ok, il veut te protéger de quoi? Ben, de la souffrance. D'accord. Est-ce que tu souffres aujourd'hui? Oui. Est-ce que voilà et après en fait après Tu tu fais un déconstruis. échange verbal, tu déconstruis tout doucement, Déconstruis. tu vois? Tu t'effrites un peu tout ça et tu dis: «OK, par contre on a besoin de cette partie. Hmm. Son intention positive est de te protéger, donc on a besoin d'elle» et on va lui demander du coup, comment est-ce qu'elle peut continuer à te protéger en arrêtant ta Autrement. souffrance? Parce que Hmm. est-ce qu'elle veut que tu arrêtes de souffrir? Ah bah oui, 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 mais c'est pour ça d'ailleurs, tu vois, qu'elle, veut pas que je m'arrête parce qu'elle a peur, tu imagines? Toute l'insécurité, la panique, j'ai plus d'argent, j'ai plus de travail, mon conjoint ça va pas, je crie sur mes enfants et cetera, waouh, au secours, quoi. D'accord, OK et du coup, elle te protège de tout ça? Oui et là tu déconstruis par rapport à l'histoire de la personne et petit à petit, du coup, la partie qui bloque, elle s'effrite et puis après, tu as des protocoles qui permettent aussi de switcher quand tu trouves la croyance bloquante. Donc c'est même pas celle qui te limite, c'est celle qui te bloque et qui est Ouais. liée à un traumatisme, par exemple. Là, hier, une cliente, elle peut pas justement, elle fait une dépression après son burn-out et elle se laisse aller et c'est en fait un schéma qui est répétitif chez elle. Je suis en couple, je me laisse aller parce que je me protège. OK. Du coup, on a fait un truc, ça ramène à quoi? Ah ben, j'avais 17 et 18. 17-18 ans, c'était utile. OK. Et du coup, on a fait une coupure de lien énergétique, une coupure de lien émotionnel entre le présent et le passé. Bon, maintenant que la coupure, elle est faite, qu'est-ce que tu as envie, en fait? Là, Hmm. dans ton présent, est-ce que tu as envie de dire ça? Ouais, OK. Et après, c'est important de garder cette protection. C'est-à-dire qu'on l'a transformée à de je me laisse aller pour me protéger, c'est je prends soin de moi et je me protège. On n'enlève pas la protection, surtout sur des profils trauma complexes parce que c'est utile. Mais l'un et l'autre, c'est OK dans le présent. Qu'est-ce qui me prouve que je vis pas avec une parce qu'on a commencé par ça. Qu'est-ce qui me prouve qu'aujourd'hui je ne vis pas avec une personne toxique? Qu'est-ce qui me prouve que je suis aimée et respectée? Ah ben, je reçois bienveillant, j'ai ci, j'ai ça, j'ai machin. Donc c'est OK. Ouais, ouais, c'est OK. Donc tu vois, déjà on effrite, c'est la croyance. Là, Hmm. j'ai pas besoin de me protéger en fait, parce que j'ai des preuves concrètes, matérielles qui me prouvent que la personne n'est pas toxique. Et en plus, ça me prouve dans mes expériences qu'avec lui, j'ai déjà été coquette et je me sentais en sécurité. Ah OK, tu vois? Et ça se déconstruit comme ça.
Mais il faut vraiment prendre ces croyances comme des parts de soi qui sont là avec des intentions positives et il faut juste communiquer avec elles et les ramener dans le présent et leur montrer un futur possible si si elles sont OK pour y aller, mais en respectant leur intention positive qui est de se protéger. Merveilleux. C'est passionnant. Merci beaucoup, Magali. Alors, j'ai envie Je de m'éclate proposer... aussi. Comment? Je m'éclate aussi à faire ça en Ah, bah, séance. trop bien. C'est magnifique de voir les personnes qui se transforment comme ça en 1 heure, quoi. Ah, bah oui. Et oui, en 1 heure. Waouh, j'adore. Trop bien. Alors, j'ai envie de vous proposer la famille énergie. On va arriver sur la dernière partie. Là, on va rester ensemble jusqu'à 11h25 à peu près. Euh, Quelles sont tes questions pour Magali? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde maintenant? Est-ce que tu as besoin qu'on approfondisse certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aimerais que l'on aborde? Euh, il y a Étienne's qui envoie déjà son waouh. On n'est pas encore à la fin, Étienne's, elle nous envoie déjà le waouh. Elle dit, je ressors de ce live avec mon sac à dos bien rempli d'informations, super sujet qu'elle va réécouter. Je remercie quotidiennement l'univers de m'avoir plongé dans cet état qui m'a apporté une grande compréhension de mon fonctionnement. Depuis, je m'écoute de plus en plus et je réponds à mes besoins. Et Bravo. mmh, la bienveillance, c'est ça aussi, Ouais. carrément. Alors, comment on peut te retrouver, Magali? Comment des personnes pourraient prendre rendez-vous avec toi? Demande Isabelle. Alors, la alors c'est ça qu'il faut que je travaille de mon côté. Déjà, il faut que j'assume ma visibilité et le Oui, message oui, que je oui. porte. Oui, oui. Alors la manière déjà en place, c'est sur Instagram où Je on vais me t'envoyer le retrouve lien. et du coup directement sur Insta en messagerie privée ou sur Facebook, sur Magali Normand, c'est ma page publique, en utilisant Messenger, mais je suis beaucoup plus sur Instagram. Ensuite, ce que l'on peut je peux aussi vous laisser mon mail parce qu'en fait le lien Calendly, j'en ai un. Vous pouvez prendre rendez-vous en plus directement de mon profil Instagram, mais j'avoue que j'ai du mal, moi encore, j'ai encore du travail à faire, à aimer prendre rendez-vous avec quelqu'un avec qui j'ai pas parlé avant. Bien sûr. Parce qu'au moins ça permet déjà, par la communication, de voir, enfin de sentir, tu vois? De sentir le lien, de sentir la connexion et au moins lors de l'appel, je sais déjà de quoi il s'agit et du coup ça me permet d'être beaucoup plus, rapide. Donc en fait mon mail du coup c'est, bah, je peux le mettre dans la discussion. On peut le mettre dans la discussion et puis on le remettra en commentaire de la vidéo YouTube si c'est OK pour toi. On pourra mettre Oui, le Instagram et puis ton adresse mail. Comme ça, tu pourras converser avant d'avoir une personne en rendez-vous. Alors, ensuite, on avait Grégoire qui nous pose une question. Comment switcher entre nos propres valeurs par rapport à la relation familiale? Je pense que la question, c'est à quel point la famille, la relation familiale peut mettre de la pression quand on est en train de faire switcher nos valeurs. alors quel est le lien de la famille? Est-ce que c'est nos aînés? Frères, sœurs, parents avec qui on a eu cette enfance ou est-ce que c'est la famille qu'on crée? Est-ce que c'est les Déjà, enfants, c'est 2 choses différentes. les descendants? Ouais. Est-ce que tu peux nous préciser ça, Grégoire, par rapport à ta question? Est-ce que vous avez d'autres questions, la famille? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde, que l'on voit ou que l'on approfondisse sur ce sujet? Ou bien si tu as un commentaire et sur lequel on pourrait nous rebondir. Il y a Annie qui nous disait tout à l'heure, lorsque j'ai traversé une période dépressive, j'ai fait beaucoup de sport intensif. Au début, ça me faisait mal, c'était difficile, mais cela me permettait de me sentir vivante, ça m'a beaucoup aidée. D'où l'importance du corps. Complètement. C'est se reconnecter à son corps. En plus, sport intense, ça tu retrouves l'adrénaline que tu avais lors du stress chronique, donc tu trouves un moyen plus sain, aussi de te recréer cette sensation. Mais attention à l'intense du sport, que ça ne devienne pas une forme d'addiction Complètement. plus acceptable par la société, qui t'empêche de vraiment,
ressentir ce qui se passe dans ton corps quand il est à l'arrêt. Parce que à l'arrêt, si dans ton corps tu te sens mal, c'est qu'il y a quelque chose là. Et que le sport, c'est juste un moyen d'y échapper. Un moyen accepté par la société, en plus, qui est mis en avant. Donc attention au mot intense. Ouais. Il y a peut-être une vigilance derrière. Mm. Comment je me sens quand je fais pas de sport? Parce que si c'est pour rester dans l'addiction à l'adrénaline, tu fais juste la même chose avec une manière qui est plus acceptable au niveau de la société. C'est ça, c'est vrai. Et pourtant, ça reste une addiction et qui, comme toute addiction, peut avoir un vrai impact à tous les niveaux, hein. Bien sûr physique, émotionnel, familial, tous les niveaux. Bah, l'adrénaline se couple avec le cortisol. Hmm. Donc, on sait que ça monte super vite, que ça descend super doucement et que le cortisol, ben, c'est un dérégulateur, hein. Donc, à un moment donné, bon, après, je suis pas spécialiste en neurosciences, mais voilà, moi, j'ai retenu cortisol, pas bon. Voilà, c'est fait pour être juste sur le danger soudain, immédiat et pour qu'il passe, quoi. C'est genre, je suis en voiture, ça pile devant moi, j'ai peur de l'accident, hop, adrénaline, cortisol, je le freine de suite. Ouais, Et après, on le sait, enfin, je pense que tout le monde a vécu un peu ces moments-là où tu as besoin de oula, attends, je me mets sur le bas-côté, je ouais, ouais. respire, je fais redescendre, voilà. Et ça, ce moment-là, là, il est super important à vivre. Alors Grégoire, par rapport à ces questions avec la famille, donc quand on modifie nos valeurs, qu'on fait ce switch post-burnout, en fait, il nous pose la question quand tu veux renouer un lien. Donc ça veut dire qu'il y a eu une scission à un moment donné dans l'histoire familiale. On a fait tout un switch, donc on a changé, évolué dans nos valeurs et dans notre vie, et que du coup l'intention c'est de renouer. Et là pour Grégoire, bah, c'est autant avec les ascendants que les descendants. Alors, du coup, dans ton intention de renouer, quelle est ton intention vis-à-vis de toi-même? Maintenant que tu as cette construction, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Mm. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et là, on est aussi dans l'acceptation de la nouvelle personne que l'on est par rapport à la loyauté à laquelle on a répondu pendant des années. Ouais. Est-ce, tu vois, et là, tu as la notion de sacrifice, notamment. Oui, et du coup pour moi ça poserait la question aussi de bien comprendre les raisons d'être de la coupure initiale pour, bah, pour considérer les raisons de cette coupure et renouer en considérant ce qui s'est passé tout en restant pleinement dans ces nouvelles valeurs, dans ces nouveaux choix, etc. Et se respecter dans le fait de renouer. Tout en ayant cette empathie de l'autre, parce que l'autre, il n'a pas compris que nous, on a changé. L'autre, il est resté sur l'image de la personne qu'on était quelques mois ou quelques années en Et arrière. les choses, on les fait pour soi, Grégoire, on les fait pas pour les autres. Mhm. Donc, si les autres t'acceptent pas tel que tu es, Tu connais famille ou pas Grégoire? famille? Non, non, mais j'ai vu qu'il y avait un petit message. Comment, j'ai juste lu le début. Comment se Oui, oui, réajuster? oui. Exactement. Des fois, il y a pas, des fois, il y a pas à se réajuster pour les autres. C'est l'une des premières leçons que l'on m'a donné en énergétique où justement, wouh, je montais, je montais, je montais. Et du coup, j'étais trop pour les autres. Du coup, ils avaient l'impression d'être écrasés. Et du coup, hop, je répète ici, je répète ici, je répète ici. Pour correspondre à ce que les autres, pour pas déranger, Ouais. pour pas, voilà. Non, ben non. Non, 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 parce que moi, j'ai besoin de cette force-là pour vivre ma vie, pour me construire. Si ça te dérange, c'est parce que toi, tu es gêné. C'est tes croyances à toi qui te gênent, c'est pas les miennes en vrai. Et à un moment donné, ben, j'ai dit non, j'arrête de me tasser pour faire plaisir aux autres. Et du moment où tu prends ta posture et où tu assumes, ben, en fait, finalement, elles t'admirent, ces personnes. Quand tu commences à leur demander, écoute, je suis désolée, je sens que nanana, nanana, mais je changerai pas parce que c'est la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai pas envie de te blesser, mais je suis désolée que ça te blesse, mais moi, je suis pas responsable de ce que tu ressens par rapport à qui je suis aujourd'hui. À chacun son travail. Clairement. Donc, toi, tu veux renouer. Si les personnes veulent renouer également avec toi, en t'acceptant tel que tu es aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, comment tu t'es reconstruit, tu es complètement OK, bah, c'est peut-être à elles maintenant de faire le travail pour être à ta hauteur. Parce que les relations, OK, c'est comme ça, hein. Chacun monte, hein.
chacun s'entraide, hein. Donc si toi, tu as un peu évolué, bah, peut-être que l'autre, elle va devoir un peu travailler sur elle-même. Mais Mhm. en aucun cas, si tu montes, tu dois redescendre. Si l'autre, elle veut pas faire le travail, ça ne t'appartient pas. C'est une belle image. Enfin, ce que tu viens de dire, c'est exactement comme je perçois le couple. Parce qu'il y en a toujours un qui upgrade sur un truc. Et ok, ben maintenant, bah, si c'est l'autre qui a augmenté, c'est maintenant de se dire, bon, comment je vais faire pour rester moi et puis upgrade avec lui ou avec elle, quoi. Et ça fait comme ça, C'est comme ça. quasiment tout au long de la vie. Donc, faut surtout pas se réajuster par rapport aux autres. Il faut se réajuster par rapport à soi. Ouais, tellement, tellement, tellement important. Comment faire alors si l'autre ne souhaite pas évoluer? Il y a des choix Ouais. qui t'appartiennent. Moi, mon conjoint, du coup, a commencé une psychothérapie. Il a choisi d'évoluer. Et du coup, en retour, bah, ça commence à aller. Donc, c'est moi qui va devoir aller en faire une. Par rapport aux troubles de l'enfance, tu vois? Parce que voilà. Mais voilà, là, il y a des choix personnels à faire et des choix de couple également. Complètement, tellement. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas évoluer? Pourquoi est-ce qu'elle veut pas suivre? Qu'est-ce qui la gêne? Qu'est-ce qui la dérange? Est-ce que finalement elle dit pas non parce qu'elle a peur elle-même du propre travail que ça peut lui impliquer pour elle? Est-ce qu'elle est vraiment prête à ça? Est-ce qu'elle en a envie? Est-ce que pour elle le jeu en vaut la chandelle? Il y a tout un Là, il y a tout là, il y a du travail, de réunion de couple, à faire pour vraiment que chacun pose ses intentions et qui elle est, qui elle veut Ouais. et ce qu'elle souhaite, hein. Et quand c'est dans le couple, disons que la proximité quotidienne peut engager des conversations profondes, une communication sur tout ce qui se passe. Et c'est vrai que quand ce sont des membres de la famille avec qui on ne vit pas euh, au quotidien, euh, ça peut être vraiment délicat parce que si on prend j'ai évolué et puis ben mes parents pas et du coup ça crée une scission, une distance. Bah, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour me respecter? Et qu'est-ce qu'il est juste pour moi de mettre en place, considérant bah, ce qu'ils me disent, ce qu'ils me renvoient, la perception qu'ils ont, ce qu'ils me font vivre en fait, enfin ce qu'on vit ensemble quand on est ensemble. Et je pense que dans ces situations-là, c'est important de prendre des décisions dans des moments de calme euh, et pas dans les moments où potentiellement il y a eu un événement Si tu es en intense. réaction émotionnelle, tu sais que tu vas réagir par fuite ou par peur ou par combat. Donc, tu es dans une réaction non réfléchie et c'est naturel, hein, c'est neuroscientifique et ton contexte, il réfléchit pas. Il dit: «Ouh là là, je suis en réaction émotionnelle». Donc, il faut attendre d'être dans ce calme-là, de reprendre le cerveau de la réflexion avant de faire quelques choix, ouais. C'est compliqué en couple, hein, de dire: attends, attends chérie, je suis en réaction émotionnelle, mon cortex n'est pas en route, je vais faire un tour, je reviens quand je reprends le moi-même». C'est voilà, des fois, c'est un peu chaud. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, là, il y a quelques mois, justement, quand ça a été chaud tendu, ce que j'ai fait, j'ai appelé une amie, elle m'a prêté son appart et j'ai dit, je fais, écoute, moi là, je me sens pas en sécurité, je me sens pas, il y a rien eu, hein, il y a pas eu d'agression de quoi que ce soit, hein. C'est juste que moi, les propos m'ont réveillé d'anciens traumas. J'ai dit, j'ai besoin d'être dans un autre lieu pour déjà me ressentir en sécurité. J'ai besoin d'être seule pour me remettre en sécurité. Bien sûr. Et pendant ce moment-là, il faut savoir tous les scénarios que j'ai créés. Et je vais partir une semaine chez la copine, et je vais quitter la Réunion et rentrer en métropole. Et de toute façon, je vais prendre un studio. Et mais j'ai eu des scénarios dans ma tête. Et Oui. après, le calme est revenu. Et je dis, bon, ok. Ah ouais. Oh, C'est j'ai bien vécu ce genre de choses aussi. Je vois bien ce moment où tu es en dehors de la maison et tu te fais tous les films. Et en fait, c'est quand les films commencent à s'arrêter, que tu retrouves le calme, que tu es en capacité d'avoir une communication construite, mieux ressentir à l'intérieur de toi
quel besoin n'a pas été comblé ou quelle douleur, quelle blessure ça c'est venu toucher, etc. Et que là, quelque chose de constructif peut peut se mettre en place. Mais tant qu'il y a tous les films, tant que tu es en train d'imaginer tous les scénarios, non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut prendre la décision. Non, pas du tout. Après, il y a un des films qui peut être la décision de l'après, quand tout s'est calmé, bien sûr. Complète. Parce que parfois, c'est aussi grâce au moment d'intensité qu'on peut arriver à prendre les bonnes décisions pour soi. Parce que, en général, c'est qu'on a fait la cocotte minute, là, qu'on a accepté, accepté, accepté. Ça fait monter la pression, puis à un moment, ça éclate. Donc, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au burn-out. Il y a toujours un cadeau mal emballé. Derrière et surtout, et là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais c'est poser ses limites aussi, hein. Ouais, C'est évidemment. se reconstruire en disant, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je veux, et maintenant, il y a des choses que je n'accepterai plus. Et dans les relationnels et dans la famille, c'est pareil. Ça, j'accepte pas. Quand j'étais en maladie chronique, donc quand la maladie, elle était activée, ma mère est infirmière. Elle m'a élevée dans la culpabilité que je sois née alors que j'étais pas désirée, alors qu'elle était divorcée. Bon, c'était le même père, du coup ils se sont remis ensemble, mais j'ai traîné un peu elle m'a fait ressentir toute cette culpabilité. Et vu Mhm. qu'elle est infirmière, quand j'ai été malade, pour elle me montrer de l'amour, c'était m'étouffer par, on va dire, sa bienveillance. Comment tu vas? Est-ce que tu as des douleurs? C'est quel niveau? C'est machin, ces trucs. Du coup, dès que du coup, j'ai un comportement d'évitant dans le trouble de l'enfant parce que justement, c'est beaucoup trop intrusif pour moi, donc je me protège émotionnellement. Donc quand je fais le pas de sortir de mon évitement à ce moment-là pour qu'elle me voie, etc., de suite, c'est: comment ça va? T'as mal aujourd'hui? Maman, j'essaye d'oublier que je suis malade, s'il te plaît. Tu le dis une fois, deux fois, trois fois. Et à ta troisième fois, à un moment donné, tu stop. Je fais là, mais surtout, il faut expliquer à la personne. Et dire: «Écoute, là, c'est plus possible. Tu m'appelles tous les jours, 3 fois par jour. Tu me proposes de l'aide. Je sais pourquoi, je sais que c'est bien intentionné. Mais tous les jours, tu me rappelles 3 fois par jour que je suis malade, que je suis dépendante, que je suis en douleur. Comment veux-tu que je me construise autrement?» Et moi, ma priorité, c'est de sortir de ça. Je ne veux pas être malade. Je veux pas être perçue comme une personne malade et je ne veux pas me percevoir comme malade parce que je veux la rémission. Ce truc que les médecins ils croient pas et qui disent que non, ben et c'est pas eux qui vont décider, c'est moi qui décide de ma vie. Il y a des miracles, je veux faire partie du miracle, tu vois. Je vois pas pourquoi j'aurais pas droit au miracle moi aussi. Donc Grave. voilà. Et du coup, maman, j'ai besoin pour avoir ce miracle qu'on arrête d'être comme ça avec moi. Et si je dois couper les ponts avec toi, le temps de me retaper, je couperai les ponts. Que les choses soient claires. Ah oui, je comprends mieux. Elle a compris, elle a switché. Si elle Mm. n'avait pas compris, j'aurais coupé les ponts. Ouais. C'est ça aussi, poser ses limites. C'est agir par rapport à ce qu'on dit. Et ça, je l'ai appris quand j'avais été victime de violence en couple. Du coup, j'étais allée voir un prof d'aïkido qui m'a dit, quand tu donnes un coup de poing, c'est pour donner le coup de poing. Du coup, je dis, oui, mais dans la vie, dans la vie, c'est pareil. Quand tu dis non, c'est non. Ah, bah attends, je vais essayer. Ah bah ça a changé, hein. Mm. Ça a changé. Quand il m'a dit non, là, tu sors pas, tu vas pas à ton cours d'équitation parce que quand tu reviens, ton sac, toutes tes affaires, elles sont dehors. Déjà, je lui ai mis un coup de poing puisque je savais le faire. J'ai ouvert la porte et je lui ai dit, je reviens dans 1 heure et demie, que mes bagages soient prêts à partir, s'il te plaît, j'ai pas le temps de les faire. Ciao. Ben, je suis revenue 1 heure et demie après, mes affaires, elles n'avaient pas bougé et il était calmé. J'ai posé mes limites et plus jamais il m'a empêché de faire quoi que ce soit. Donc c'est ça aussi. Poser ses limites. Ouais. C'est pas tout de se reconstruire. Oui, ça va changer, on va être une nouvelle personne, de nouvelles valeurs, on va s'affirmer dans la bienveillance, parce que s'affirmer, c'est pas s'imposer, c'est aussi être à l'écoute du besoin de l'autre, de dire je comprends ton besoin, mais moi le mien il est là et je peux pas répondre au tien si je réponds pas au mien. Complètement. J'appelle ça la colère saine. Tu sais, la colère de attends, t'es en train de dépasser une limite. La colère qui permet d'exprimer que là, il y a une limite qui a été franchie. Mais parfois, ça demande de se mettre en colère pour faire comprendre à l'autre. Parce que, euh, bon, après, il y a des situations avec des personnes toxiques, etc. Mais dans les cas les plus sains, une personne peut dépasser une limite en toute bienveillance, avec beaucoup d'amour.
Et elle ne comprend pas et elle ne perçoit pas que la limite a été dépassée. Donc se mettre en colère de manière saine, c'est aussi signifier à la personne que là, il y a un vrai sujet. Donc cette colère saine qui n'a pas à durer des plombes, hein, quelques secondes, le temps de faire comprendre à la personne, en fait, juste d'allumer l'alerte de «Ah, là, il y a quelque chose». Et c'est vrai que cette émotion de colère, souvent, elle est diabolisée et beaucoup de personnes ne se l'autorisent pas pour tout un tas de raisons, hein, par rapport à l'éducation, à des choses qu'on a pu vivre dans l'enfance, etc. Et c'est de réapprendre à savoir l'activer, l'utiliser ben, pour soi, pour savoir exprimer ces fameuses limites. Oui, parce que avec des personnes un peu toxiques, un peu dysfonctionnelles, qui n'ont pas eu cet apprentissage du langage émotionnel, tant que la personne n'est pas en colère, pour lui, c'est OK. C'est Tu ça. sais, j'ai une famille qui fonctionne par la colère et le seul moyen que j'avais de m'exprimer, c'était de péter des câbles et de claquer les portes et d'hurler. Si je faisais pas ça, j'étais pas écoutée. Bon, bah, ça leur a mis du temps de comprendre que bah, quand je dis les choses calmement, ça a le même poids que quand je m'énerve. Sauf que moi, c'est beaucoup plus, on va dire beaucoup moins fatigant de dire les choses posément que de monter dans l'érupteur et de péter un câble. Mais ça, du coup, Exactement. c'est ça aussi, comprendre l'autre, se mettre en colère parce que l'autre ne comprend pas que tu poses ta limite. Et au bout d'un moment, répétition, bah, il va comprendre que, ah oui, ça fait 2, 3 fois que tu me le dis, tu vas bientôt te mettre en colère. Bah oui, si tu comprends pas là, oui, je vais... Ah non, je veux pas que tu redeviennes femme dragon. D'accord. Voilà, c'est ça aussi. Là, comme tu dis, voilà, la colère saine, c'est peut-être aussi un moyen pour faire comprendre à l'autre sa limite, parce que l'autre, dans sa perception, c'est la colère qui le montre. Et si tu es gentil, c'est que tout va bien. Donc, il faut aussi voilà, avoir cette bienveillance, cette intelligence émotionnelle, on va dire, de dire, ben, peut-être que je dois utiliser cette émotion pour que lui comprenne ce que je veux dire. Pas parce qu'il veut que te mettre en colère, mais parce que c'est son moyen à lui de communiquer, de comprendre les choses et de comprendre le monde. C'est ça. Je me reconnais bien là-dedans avec mon chéri. Si je veux qu'un message passe, chut, petite colère, après ça passe. Mais après, ça montre aussi un axe d'évolution, d'amélioration. Parce que c'est pas non plus un mode de communication idéal, entre guillemets. Donc on a compris, donc maintenant je l'utilise. Maintenant, le but, c'est quand même un jour, on puisse se dire les choses qui sont gênantes, les limites dépassées, etc., sans avoir à se mettre en colère, enfin, ou peut-être moins, tu vois, petit à petit, avec, Voilà. avec le temps. On arrive sur la fin de ce live. Comment est-ce que comment est-ce que tu aimerais clôturer sur ce sujet du burn-out? Qu'est-ce qui peut-être n'a pas été abordé ou qu'est-ce qui te vient? Avec un mot que tu as mis à l'introduction de l'événement, euh, la maladie du siècle. Mhm. Il y a, je travaillais encore, alors on va dire il y a 30 ans de ça, la maladie du siècle, c'était le lumbago Ouais, au travail. Qu'est-ce que ça nous a montré, cette maladie du siècle de l'époque? C'est que on n'était pas fait pour faire métro boulot dodo, qu'il fallait bouger, qu'il fallait faire du sport, qu'il fallait vivre à l'extérieur. Pourquoi on a le burn-out? Même si pour moi, c'est pas une maladie. Euh, Bah parce on passe un nouveau cap, on s'est éveillé. Suite au lumbago, il y a des ergothérapeutes, il y a des kinés, il y a tout un système qui s'est créé de la société qui fait maintenant on prend soin de nous. c'est vrai. OK? Maintenant on s'occupe de notre corps. OK. Bon, bah maintenant on va passer le step d'après. On va s'occuper de notre âme. Hmm. J'adore cette vision. Et ça, je pouvais pas le dire à la radio le 1er mai, alors du coup, je vais le dire. Ah, j'adore effectivement, c'est un mal qui vient nous rappeler la connexion à notre âme, la connexion à notre esprit, la connexion à notre être profond qui, dans cette génération, a un souhait d'incarnation encore plus intense qu'il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Donc c'est aussi un des éléments qui nous montre comment la société comment l'humain a évolué. C'est beau. Marlène qui adore aussi cette vision. Rituel de clôture, la famille énergie. Quel est ton waouh de ce live? Avec quoi est-ce que tu repars? Qu'est-ce que tu mets dans ton petit sac à dos là?
pour emmener avec toi comme pépite, pour te rappeler des choses, enfin de la chose qui te paraît essentielle dans tout ce que l'on a partagé. C'était extrêmement riche. Il y a eu beaucoup de choses. Magali, infiniment merci, parce que c'était passionnant, vraiment, cet Merci échange. de votre accueil et j'ai adoré, vos interactions ouais, non, franchement, là, je me suis éclatée, j'ai pas vu le temps passer et tu vois, comme je te disais au début en off, j'ai rien préparé, on va laisser faire. J'ai toujours l'impression de pas savoir quoi dire, comment répondre aux questions, puis finalement, les questions arrivent, je laisse venir et puis Exact. voilà. De toute façon, à partir du moment où tu es spécialiste, experte dans un sujet, il y a tellement de choses à dire. Oui, carrément. Alors, on a un merci de Merel. Merci pour ce Zoom avec Isabelle, un des meilleurs à mon sens. Waouh, gros coup de cœur de la part d'Isabelle. Valérie, elle repart avec des explications claires. Annie, une nouvelle compréhension de la maladie qui n'en est pas une, hein. C'est un mal. Moi, j'aime bien parler plutôt d'un mal, plus Mmh. globalement. C'était passionnant pour Marlène. Où trouver les replays, Nathalie? On a ouvert la chaîne YouTube où tous les replays seront mis en ligne. Donc, on va vous envoyer au fur et à mesure les replays sur le groupe Facebook. On va vous envoyer aussi, on va mieux communiquer par mail pour vous envoyer les replays. Donc, toutes les semaines, vous allez recevoir un mail qui vous dit le sujet du live et là, on avait oublié de le faire, mais on est en apprentissage de notre nouveau système de communication. Mais on remettra aussi à chaque fois le lien de la chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir accès à tous les replays. Et tous les replays qui avaient anciennement eu lieu, enfin les lives qui avaient anciennement eu lieu sur le groupe Facebook, sont toujours sur le groupe Facebook. Et puis petit à petit, tout sera mis sur la chaîne YouTube. Très intéressant. Prise de conscience que je suis peut-être en burn-out pour Marie-Claude. J'avoue que j'avais un petit rêve secret, c'était peut-être d'éveiller certaines personnes que je suis pas spécialiste pour, tu vois, pour le dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes concernées dans la famille énergie. Donc si on peut mettre des mots, Ouais, ce carrément. N'hésitez serait- pas à fouiner sur ma page Insta où je partage des tips, des trucs pour éveiller. N'hésitez pas à me parler si vous avez des questions, si vous savez pas. Voilà, il y a pas de souci et je suis dispo et on fait un point et pas de problème. Hmm. Restez pas seul avec vos questions. Ouais, ouais. Surtout que c'est profond, hein. C'est Mm. profond, c'est insidieux, ce burn-out. Ouais. Viana qui nous dit qu'elle a kiffé tout le live, mais quand même, elle arrive à nous ressortir un sujet, le fait que ce ne soit pas à nous de nous ajuster aux autres. Mm. Super important. Très Laurie, une important. grande clarté sur ce mot burn-out, un grand merci. Le cadeau que nous fait la vie pour grandir dans tous nos plans. Et ouais, c'est vrai. Complètement. Sandrine, c'était rafraîchissant et porteur de liberté. Étienne's qui te dit merci pour ta générosité et Mm. qui nous envoie beaucoup d'amour. Merci Étienne. Encore un sujet pépite, de nouveau au sein de la Light Up. Merci Grégoire. Merci infiniment pour ton soutien. Merci à Magali et Mélo de Marlène. J'ai adoré cette rencontre, nous dit Nathalie. Eh bien, je crois que la famille énergie, t'as kiffé. Merci. T'as ouvert les Je vous aime bras aussi. grands. J'ai passé un super moment. Super. Merci infiniment d'avoir pris ce moment pour venir nous partager ça, éveillé sur le sujet du burn-out. C'est essentiel. Mm. Comme on l'a dit, c'est le mal du siècle. Donc vraiment, encore merci de ta présence. La famille Merci. énergie, nous, on se retrouve la semaine prochaine, 10h, même lieu, même heure, sur le Zoom. Et le replay arrive dans quelques heures sur le YouTube. Je mettrai le lien sur le groupe Facebook dès qu'il est disponible. Super. On se voit bientôt. On se voit bientôt. Passez une belle semaine à tous. Bye bye. Present. I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current
am a